Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques des vendeurs d'excellence. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Pierre-Alexis Petenati et Romane Lachant qui vont se présenter tout de suite. Allez-y Romane, à vous l'honneur. Je suis Romane Lachant, je suis chargée de recrutement pour l'école Vendeurs d'Excellence. Et je suis aussi alternante chez Vendeurs d'Excellence, donc je prépare un bac+2. Merci Romane. Et Pierre-Alexis Petenati. Donc Pierre-Alexis Petenati, je suis le président de la société Alpha Mobile System. On est franchisé SFR et j'ai 10 espaces SFR sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais. Et on travaille depuis maintenant 1 an avec l'école Vendeurs d'Excellence. Super. Alors le but de notre émission, c'est de parler des ressources humaines, de l'apprentissage, du métier commercial, de tout ce qui nous passionne, tous autour de cette table, et de tous ceux qui vont nous regarder. On en discutait longuement avant et avec passion. Tout démarre toujours par un début. Le nôtre était sympathique dans nos échanges préalables et on parlait du sujet du recrutement en fait, parce que c'est bien le début de l'aventure. La Romane est bien placée pour le connaître. Et vous, en fait, c'est une spécificité. Vous vous impliquez vraiment très personnellement dès les premières étapes du recrutement. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu comment ça se passe en fait ? Alors comment ça se passe ? Vous m'envoyez des candidats. Par principe, je ne trie aucun CV que vous m'envoyez. Je reçois les gens, j'estime que vous faites le job et que vous savez en CDI, le profil. C'est pareil ? Quand vous recrutez des CDI ? En CDI, je passe autrement. Je passe par une plateforme LinkedIn et c'est moi qui check les CV. C'est plus ou moins la même chose. Le même process. Je suis un peu sans filtre au départ et donc on reçoit tous les candidats que vous m'envoyez. Et pourquoi je les reçois en premier lieu ? Alors déjà parce que par ma fonction, je suis moins souvent en magasin et j'ai quand même à cœur de rencontrer au moins une fois les gens et de pouvoir discuter avec eux et qu'ils sachent qui je suis et leur donner le sens de ce que j'attends d'eux. Et puis pour eux, ça permet de gagner du temps. Et puis moi, ça me permet dans le process de recrutement de gagner un peu de temps et de pas prendre trop de bande passante à mes responsables de points de vente qui n'ont soit pas forcément tous la capacité de recruter, soit pas le temps matériellement de consacrer du temps sérieux à un entretien. Donc je fais les entretiens, je sélectionne les candidats et en deuxième intention, soit mon chef des ventes, soit le responsable de point de vente qui va accueillir l'alternant fait le deuxième entretien. Avec une règle d'or, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si le RPV ne valide pas le candidat, il n'y a pas de discussion. C'est une cooptation, un candidat doit être 100% coopté. Je trouve que ça donne du poids à la candidature, ça donne même de la valeur au candidat en disant toi t'as été validé par 2 personnes et il n'y a pas de sujet après de dire oui mais toi je te l'avais dit, j'avais un doute mais bon voilà. Donc au moins on assume la personne pour le meilleur et pour le pire, c'est comme un mariage. Et est-ce que vous avez échangé sur la personne, entre le recrutement, l'échange que vous avez avec le candidat et le moment où vos responsables... Quand j'envoie responsable, non jamais. C'est-à-dire quand j'envoie des candidats, je ne donne aucune indication. Je dis voilà. Alors ils se doutent que c'est des bons profils, mais je ne débriefe pas les candidats. Parce que ça pourrait donner des idées. Oui, c'est pour ça. Faut jamais. Moi, j'essaie de leur dire, il faut jamais avoir aucun. C'est ce que j'ai appris quand j'ai fait de la formation en recrutement, c'est qu'il faut essayer d'avoir un minimum de préjugés. On en a, on lit un CV, on dit c'est la base du recrutement. On voit qui fait du cheval, vous faites du cheval. Super, on a une passion commune. Et puis le cerveau, il va complètement oublier des sujets. Ou au contraire, il va avoir quelque chose qui va moins nous plaire, des choses un peu stupides, en disant il a fait plein d'expériences. Plein d'expériences, ça veut dire que le mec est pas stable. Non, ça veut dire qu'il a plein d'expériences. Donc c'est d'éviter au maximum le jugement sur les gens. C'est ce que j'essaye d'apprendre aussi à mes responsables de points de vente quand ils font des entretiens. Donc jamais de considération. Par contre, dans un dernier recrutement récemment, où j'avais donné un conseil vestimentaire aux vendeurs, parce que j'avais dit moi je suis un peu vieille France mais pas encore trop, mais je sais que le responsable l'était beaucoup. Je vous conseille quand même de mettre une chemise. J'ai juste demandé, je l'ai pas dit au RPV, parce que j'ai dit si je dis au RPV, le mec il est venu en t-shirt machin, lui il aurait eu déjà un espèce de mauvais prisme sur lui. Et je lui ai juste demandé, je lui ai dit c'était quoi sa présentation, et il était venu de manière impeccable. Donc ça m'a rassuré. Écoutez les conseils. Ça m'a rassuré parce que s'il était venu en t-shirt, même si lui m'avait dit qu'il était bon, je l'aurais pas embauché. Okay. Pour le coup. Oui.
Et vous avez dit quelque chose qui m'interpelle et on lutte en fait sur ce sujet du recrutement sans CV. Et là, spécifiquement dans le cadre des apprentis, parce que leur expérience est quasi vierge, en fait. D'accord. La moyenne d'âge chez nous, c'est 22 ans. On va du bac au bac plus 5. Alors, elle le fait, entre guillemets, que monter, mais de quelques mois seulement. On a donc des jeunes qui ont à peine 18 ans, à peine, même des fois 17 ans. On en a quelques-uns qui signent leur CERF avec leurs parents. Mais on a du mal, en fait, à faire en sorte que cette pratique de recrutement sans CV sur des métiers de vente soit, on va dire, communément admise par le marché. On en parle vraiment souvent, en fait, et on se heurte là-dessus. Les photos, etc. Il y en a, c'est super important pour eux, alors que ça veut rien dire sur la personne. On recrute pas une personne parce qu'elle a mis une photo ou pas. Donc, c'est vrai que le recrutement avec CV... c'est pour ça que moi, dans le process de recrutement, quand je demande des candidats, enfin c'est ma méthode, chacun, je suis complètement d'accord, le jugement parce qu'il a une bonne tête, en plus les photos, je trouve que maintenant c'est une catastrophe parce que mais vraiment ça dessert les gens parce ils foutent 250 filtres sur leurs photos, vous voyez la personne mais vous avez envie de dire mais c'est pas la même personne. Vous avez fait une opération entre les deux, mais il y a un problème, donc finalement ça les dessert. Donc moi le fait quand je dis voilà, il me dit, monsieur Le Bleu me dit j'ai 5 candidats aujourd'hui. Bon, bah, ok, je viens voir 5 candidats, j'ai pas d'idée. Généralement, j'ai une première idée parce que je les vois quand je rentre dans le truc, ils sont là. Bien sûr. Bon, bah voilà, j'essaye de, même si le cerveau, malgré tout, on peut pas empêcher le cerveau le cerveau, il est fait pour juger, on a été appris comme ça, donc, mais, sans photo, moi, ça me choque pas. Et je reviens sur le côté jeune, bah, c'est la base. Si je veux embaucher quelqu'un en CDI avec de l'expérience, bah je fais une annonce, on dit voilà, je veux 3 ans de vente. Et si quelqu'un se pointe à 17 ans en disant je veux faire chez vous, bah je fais non, mais là la base d'un alternant, c'est il sait rien faire. Et c'est tout l'objectif justement, et c'est tout ce qui est intéressant, c'est de se dire on a ce que j'en dis dans mon fameux pré-rendez-vous, c'est des pages blanches. C'est moi quand j'embauche quelqu'un qui a peut-être 10 ans d'ancienneté dans le métier de la vente, quand je vais lui parler d'une technique, quand je vais lui parler de comment on fonctionne, il va dire t'inquiète, je sais faire, dans mon ancien boulot, j'ai fait tac tac tac, et moi je lui dis non, tu vas pas faire tac tac tac, tu vas faire comme tic tic tic, comme moi j'ai décidé que ça soit fait. Et on a du mal à les changer. Vous avez un jeune qui arrive, qui a jamais bossé, qui nous fait confiance a priori, il faut qu'il y ait de la confiance. Si je lui dis, bah voilà, quand t'arrives, le badge, c'est obligatoire, c'est autour du cou, tu mets une chemise, tu mets un polo, tu dois poser ça comme question, etc. Bon, sauf s'il est obtus et qu'il a pas envie de respecter les règles, et là ça peut pas marcher, bah, il applique. Donc on gagne un temps de dingue. Donc c'est tout l'intérêt des jeunes. Donc effectivement, et que des jeunes n'aient pas d'expérience, qu'à 18 ans, on n'ait pas d'expérience de vente, mais c'est quoi le problème, quoi? C'est pas un sujet. Par contre, le vraie difficulté dans ces cas-là, pour nous, pour le recruteur, c'est que bah vous avez rien. Eh oui. Vous avez rien. Parce que quand vous faites une embauche sur quelqu'un qui a de l'expérience, vous dites, bah, il a bossé chez Darty, chez Boulanger, c'est très facile. Vous dites, bah, racontez-moi votre métier, puis vous arrivez à voir si le mec, il vous flûte facilement. Racontez-moi votre plus belle vente. Donc, quelle est la fois où vous avez vous êtes dit, purée, je suis le meilleur vendeur de l'année. Et ben, logiquement, si le mec, c'est un vrai vendeur, quand il vous raconte ça, il commence à avoir les yeux qui brillent. Physiquement, ça se voit qu'il est en train de s'éclater dans ce qu'il fait. Il y a les poils qui se dressent. Et moi, s'il fait ça, j'ai la chair de poule. Parce que putain, le mec, il est en train de me renvoyer ce que j'ai envie. Quand vous avez un jeune qui a pas fait de vente, l'entretien, c'est très compliqué, il faut aller chercher ailleurs, donc il faut aller chercher dans ses ressources, faut aller lui poser des questions plus personnelles. Moi je suis très axé sur le personnel, sur les passions. Si vous avez quelqu'un qui est passionné d'un sport et qui vous raconte sa passion d'un sport, de quoi au caisse, peu importe. Logiquement, s'il vous raconte sa passion et qu'il est vraiment passionné, c'est pareil. Je sais pas si vous avez une passion dans la vie, mais si vous avez, logiquement, que vous allez me parler, moi, je suis passionné d'équitation, quand je vous parle d'équitation, je suis passionné d'un droit, j'exulte, quoi. Mon corps, ça se voit que j'adore ça. Donc, si j'arrive à voir ça chez un jeune, moi, ça me rassure parce que je dis, OK, c'est quelqu'un que je peux réussir à accrocher. Et si j'arrive, moi, à lui donner le même envie que pour sa passion, il va se donner à fond. Donc mais on n'a rien, on n'a pas grand chose, donc on est beaucoup sur finalement du savoir-être. Moi j'accorde beaucoup d'importance à l'élocution. Est-ce qu'ils savent bien parler, s'exprimer correctement, articuler, pas trop vite, éviter des fois un peu les accents. Je leur dis mais faites gaffe parce que alors pas des accents mais des langages trop jeunes. Nous notre population c'est de 7 ans à 90 ans, donc il faut quand même faire
attention à Madame Machu, hein, qui va pas accrocher à ça. Et donc c'est là-dessus où on a un petit peu de boulot, quand on a des gens qui sont un petit peu de quartier, de leur dire attention, ton langage c'est très très bien quand t'es avec tes copains, mais quand t'es en magasin, tu dois avoir un autre langage. C'est pas évident de travailler dessus, mais alors qu'est-ce qui fait que vous les prenez en fait, parce qu'effectivement ça semble être une grande loterie et nous on le voit aussi en fait, entre ceux qui nous donnent une excellente impression par téléphone, on se dit waouh super, ça y est on a trouvé les nouveaux vendeurs d'excellence, et le fait qu'ils ne fréquentent pas l'entretien par exemple, il y a parfois des désillusions, et inversement des fois des comportements qui nous surprennent, et tant mieux parce qu'on n'aurait pas misé dessus. Vous c'est ce que vous dites, c'est une énorme loterie. C'est à chaque fois vous prenez un pari, surtout quand vous avez rien dans le CV. Donc moi je m'attache à des parcours. Après je veux pas dire c'est pas de l'instinct parce que ça veut rien dire, mais je crois beaucoup en rencontres. Donc moi une des plus belles rencontres que j'ai fait cette dernière année, vous la connaissez, moi c'est avec Kenza. Kenza. Ouais. Ah ouais, mais c'est exceptionnel. Et elle adore ce qu'elle fait. Hein. Elle n'arrête pas de parler. Elle est incroyable, et c'est rare dans un entretien. D'habitude, je fais les entretiens, je reçois 5-6 personnes, et à la fin, je dis bon écoutez, on verra après. Vous êtes 5, je cherche le meilleur candidat. Et à la fin, je vous embauche tout de suite, quoi. Vous allez dans le bureau à côté, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait alors? Qu'est-ce que vous avez senti? Un rayonnement, parce que c'est quelqu'un qui rayonne. Donc déjà, elle est rayonnante, elle a une énergie. Moi, je cherche des gens qui ont de l'énergie. On fait un métier qui est pas facile. On a besoin de beaucoup d'énergie. Elle a une intelligence incroyable, de compréhension, de rapidité dans les faits. Et puis on sent qu'elle a le commerce. C'est des gens elle a le commerce gravé dans le ventre. C'est vrai. Et pourtant, elle n'a que 19 ans. Et vous voyez, ça c'est typiquement là quand je fais mon petit tour de table avant, j'exprime tout ce que j'ai à dire sur le métier. Je vois, alors j'ai pas fait de PNL ni d'analyse transactionnelle, mais à force, j'arrive quand même à scinder une réaction par rapport à ce que je dis. Et je sais qu'il y a des moments où je dis des trucs qui sont très chocs, mais vraiment soit cash, soit. Et là, mais je la voyais, mais j'ai l'impression qu'elle montait debout sur la table. Parce que ça lui parlait. Donc, vous arrivez à voir les gens qui commencent à se mettre comme ça, on dit, mais qu'est-ce qui nous sort là, machin. Donc, on sent que ces personnes-là, elles vont avoir une difficulté. Et donc là, c'est incroyable. Par contre, lui, c'est une loterie. Celui qui s'est jamais trompé dans un recrutement. Moi, j'ai loupé un boulot de chef de rayon à l'époque, mon premier boulot. Et la DRH qui m'a pas embauché à l'époque, m'avait dit que je serais jamais fait pour le commerce. Jamais. Et j'ai trouvé ça d'une dureté. Ouais. Mais je l'avais appelé, elle me dit non, mais vous serez jamais fait pour le commerce. 3 ans après, je suis repassé en entretien avec elle parce que j'étais à Auchan. Et je l'ai retrouvée dans un magasin où elle m'a recruté, et elle avait pas le choix de m'embaucher parce que j'étais embauché en interne. Et moi, j'y arrive, vous imaginez, vous allez dans l'entretien, la personne, elle n'avait jamais oublié cette non, elle a pas voulu de vous, mais bon, finalement, maintenant, elle est là. Moi, j'ai pas envie d'arriver comme un cadavre en disant, t'as vu, tu t'es gouré. C'était pas la posture. Et donc, j'ai rien dit. Après, elle a dû faire 5000 entretiens. Et je rentre dans son bureau, donc, pour dire, tiens, oui, je viens de tel magasin, je vais travailler avec vous maintenant. Elle m'a dit, Pierre-Alexis, tu vois, c'est bien une chose qui est sûre, c'est que le recrutement, c'est pas une chose sûre et certaine. Et elle s'est excusée. Elle dit, on peut se tromper. Et je lui avais dit, je fais la seule chose que vous avez fait comme erreur, c'est pas de pas m'avoir embauché parce que vous me sentiez pas, mais de dire à des gens d'une manière aussi rude, alors que c'est leur projet, vous serez jamais fait pour le commerce. Je fais jamais. C'est un constat. Mais oui, et le constat, qui est-on pour constater ce genre de choses? Et ce que je dis généralement aux candidats, je fais quelle que soit la décision que je prends, je remets pas en cause votre projet. C'est juste qu'à un moment donné, ce qu'on se dit, c'est 20 minutes, c'est un spectacle, c'est un truc, c'est un show, ça matche pas, mais ça veut pas dire, c'est mon jugement, hélas, qui dit, moi, vous êtes pas fait pour travailler avec moi, mais c'est pas un jugement sur vos valeurs. Après, il y a des personnes qui se trompent quand même, malgré tout, qui pensent qu'ils sont faits pour, mais qui n'ont pas les capacités. Et là, faut les aider à travailler dessus. Mais c'est pas une science exacte. Et jamais je me permettrais de dire à quelqu'un, vous êtes pas fait pour ça, vous êtes nul. Enfin, c'est
C'est d'une violence. Non, mais c'est très violent. Oui, bien sûr, c'est violent. Ouais. Alors, ça peut créer des réactions parfois opposées, c'est-à-dire, je vais te montrer justement que je vais y arriver. Bon, le fait-on dans ces cas-là pour les bonnes raisons? Je ne sais pas si on pourrait être convaincu. Par exemple, vous n'êtes pas faite pour faire du commerce. Ok, très bien, je vais vous le montrer. On voit bien ce que ça pourrait donner avec nos caractères bien affirmés, mais... Ouais. Faut avoir une sacrée dose. Enfin, moi, j'ai pas lâché. Hein. J'ai fait tous les Auchan du Nord-Pas-de-Calais. J'étais embauché chez Auchan parce que je voulais bosser à Auchan. Donc, j'ai pas lâché l'affaire. Vous l'avez pas fait juste parce que cette personne vous a dit que. Ah non, parce que moi, je dis ok, ça le faisait pas. C'est tout, ça le faisait pas. Après, moi, je comprends que dans un entretien, on peut se foirer. Et je pense que cet entretien-là, et c'est aussi un truc que je dis aux personnes qui font les entretiens, je me suis survendu. J'en ai trop fait. C'est qu'à un moment donné, quand vous en faites trop, ça peut sonner faux en face. Même si moi j'ai vendu ce que j'étais, mais j'en ai trop fait. Et ça peut en face renvoyer un truc en disant putain, il se la joue, il se prend pour qui, machin. Alors que j'avais 0 expérience, hein, j'avais juste mon bac plus 5, point barre. Et c'est ce que je dis aux candidats. Il faut toujours aussi que vous dosiez votre dose de compétences que vous envoyez. Il faut en envoyer quand même, mais vous survendez pas. J'ai une grande... Alors, je sais plus le dire en anglais, mais globalement, en fait, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut se sous-vendre et surdélivrer. Ça vaut mieux pas tout donner juste ce qu'il faut en disant, voyez, je suis le bon candidat, ça va bien le faire, etc., et voilà. Et on est convaincu, et que quand la personne arrive en boutique, elle surdélivre. Que l'inverse. Alors, typiquement, Kenza, elle est comme ça. Elle s'est bien vendue. Elle s'est pas survendue. Elle s'est très, très bien vendue. Et puis, quand elle arrive en magasin, elle vous met une patate au-dessus. Vous dites, purée, c'est incroyable. Quand l'inverse arrive, vous avez un candidat qui arrive, qui est sûr de lui, qui se survend, qui vous dit, mais non, mais machin, qui vous convainc, hein. Moi, je suis convaincu. Donc, super. Et puis, moi, j'appelle la boutique en disant, purée, là, je vous ai trouvé un bon, là, vous allez voir, tu peux y aller, ça va marcher. Et que le type, il arrive en magasin et qu'il a vendu ça et qu'il est là, l'ascenseur émotionnel, il est catastrophique. Et la personne, au bout de 2 jours, on dit, mais attends, franchement, on est déçu. Alors que non. Si c'était vendu normalement, on n'aurait pas été déçu. Donc, vous en avez souvent des comme ça au téléphone, Roman, des personnes qui sont... qui, à la limite, peut-être nous diraient, écoutez, je suis obligé de devenir étudiant parce que j'ai pas mon diplôme, mais je pourrais bien être formateur pour vous. Vous voyez qui... Oui, ça se peut. Il y en a quelques-uns, oui, ça vous... qui se survendent aussi, parce que moi, j'ai fait des entretiens, parce que maintenant, je suis que au téléphone, mais même lors des entretiens, ils se survendent. Mais c'est vrai qu'aussi, ça dépend de la personne en face de soi. Je sais que moi, j'ai déjà fait des entretiens où la personne en face de moi, elle voulait que je me survende, elle voulait que je dise, je suis la meilleure, je ferai tout pour être la meilleure, etc. Donc à ce moment-là, on sait pas où se positionner, ce qu'on doit dire ou ce qu'on doit pas dire. Et c'est vrai que c'est compliqué aussi en tant que candidat de se positionner. Il faut sentir la personne en face de soi et aussi dire les bonnes choses. Et oui, mettre le bon dosage, effectivement, c'est à la fois la compétence du candidat de bien jauger. Bon, ça, c'est une compétence commerciale, on va dire, ce sera un peu comme des prérequis. Et celui, effectivement, du recruteur, c'est un métier, ça se travaille. Et puis, l'expérience, ça joue beaucoup. Moi, j'ai entendu quelque chose qui m'intéressait, et puis, on pourrait suivre le fil avec Kenza, qui vous a pas déçu. Mais comment on fait pour savoir entre le moment où ça match et le moment où ça marche, c'est-à-dire, on pourrait se dire par exemple, va-t-il ou non franchir, ou va-t-elle franchir la période d'essai, ou même continuer dans la société, ou même, pourquoi pas, passer de l'apprentissage au CDI, on pourrait dire ça marche d'un point de vue indéterminé, vous voyez. À quel moment on s'en rend compte, sur quoi, qu'est-ce qui fait que, est-ce que vous vous trompez beaucoup, qu'est-ce que vous pouvez me dire de toute cette partie-là de ça marche? Alors, tromper beaucoup, oui, mais j'ai pas de honte. Hein. C'est que si je vous dis que c'était une science exacte, j'ose imaginer qu'un jour l'IA ne nous remplace pas et que ça soit eux qui fassent des entretiens et qui calibrent les gens. Donc ça, je détesterais ça. Pour moi, déjà, le premier vecteur de motivation des gens. Alors c'est tout bête, mais là par contre c'est une vraie statistique, il faudrait que je sorte les chiffres, c'est qu'entre le moment où je valide le candidat, on dit ça y est, vous êtes validé, on a un petit parcours administratif qu'on a à faire. Tout bête, c'est d'appeler le DAF qui donne les éléments sont envoyés et le candidat envoie rapidement les éléments. Ce qu'on a constaté déjà, c'est que les plus motivés et ceux où ça se passe le mieux, c'est ceux où quand à 10h, je les ai appelés en disant vous êtes validés, vous pouvez appeler Loïc pour le process. Laissez-moi juste 2 minutes
pour que je prévienne Loïc que vous allez l'appeler. Je dis ok, j'appelle Loïc et pendant que j'appelle Loïc, la personne est déjà en train d'appeler. Et elle répond très très vite. Toutes les personnes qui mettent du temps à envoyer les papiers, c'est déjà pas un bon signal parce que c'est-à-dire que lui-même il se pose des questions de se dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Plus certains qui, on en a eu, qui envoient pas les papiers. Donc ça c'est la première étape, ça montre l'envie de la personne d'intégrer la société. Le désir, c'est ça ? Le désir. Et on voit que quelqu'un qui a traîné sur les papiers mais qui finalement les a donnés, généralement il finit pas la période d'essai. Ah ouais. Avec votre retour, vous pourriez vous dire presque de manière, ce serait là c'est intuitif, mais pourriez-vous dire oui, plus il traîne, moins ça va le faire. Ah oui, ah non, c'est pas intuitif, c'est prouvé. C'est même mon administration des ventes qui me dit tant Pierre, celui-là ça va être chaud, machin. Alors moi je commence pas à dire au magasin fais gaffe, mais finalement, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui alors peut-être prend le poste à reculons, peut-être se dit j'ai pas le choix, je vais y aller. Et puis alors que si vous avez vraiment, quand vous êtes motivé, vous traînez pas quoi. Vous avez envie de commencer demain. En plus on leur dit c'est plus vite vous envoyez les papiers. Tant qu'on n'a pas tout signé, vous pouvez pas commencer. Donc c'est un truc de fou. Après, ce qui fait qu'on valide ou pas la période d'essai et qui fait que la personne ça correspond, c'est surtout nous ce qu'on juge en magasin, c'est le savoir-être. Le savoir-faire, c'est pas un sujet parce que on se doute bien qu'un apprenti, s'il était efficace en 15 jours, il serait pas apprenti. Donc, mais c'est surtout sur le savoir-être, des choses basiques. Est-ce qu'il respecte les premières consignes? Est-ce qu'il respecte la tenue? Est-ce qu'il est juste à l'heure? Tout bête, mais est-ce que le matin, on voit qu'il arrive toujours à 10h02 ou 10h05, on a une excuse à la con, machin. Donc ça, c'est des premiers vecteurs. Et puis après, c'est aussi son implication dans son intégration et dans son parcours de formation. Oui, parce que... Est-ce qu'il est demandeur? Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il va aller... ça, c'est ce qu'on mesure aussi. Est-ce qu'on a des vendeurs des apprentis qui ont envie d'aller voir le client et qu'on est obligé d'un peu de retenir en disant non, n'y va pas parce que tu vas faire une boulette, ou au contraire des vendeurs qui se planquent, des apprentis qui se plantent au fond du magasin, qui sont bien contents de faire des e-learning sur leur tablette et qui veulent surtout pas aller sur le terrain. Donc et là c'est le savoir-faire des magasins qui eux sont certes un peu trop sur du ressenti, mais qui finalement à force sentent bien les gens. Mais après on peut se tromper, on peut valider les périodes d'essai et que finalement la personne ça va pas, ou des personnes, là on en a une récemment, il y a un an, elle est pas chez vous, on a failli pas valider en période d'essai et puis finalement on s'est dit non mais quand même c'est un jeune, il a une bonne tête etc, on va y arriver. Et là c'est un des meilleurs contre l'apprentissage de la boîte. Donc il y a pas de vérité. Par contre, ce qui est sûr et certain, et là par contre je le prends pour moi, c'est c'est mon chantier de 2024, c'est qu'on est nullissime. J'espère que mes équipes le verront, parce que je leur dis tous les jours, on est nullissime dans l'intégration de nos jeunes. Mais c'est-à-dire alors pas vous, nous. Oui, non, mais que ça soit sur le plan de formation, le plan d'intégration. Moi, c'est la seule question. L'onboarding, d'accord. C'est la seule question que me posent des apprentis ou n'importe quelle personne qui embauche, c'est dire comment ça va se passer la formation. Ça prouve que c'est un vrai sujet pour les gens, de se dire est-ce que je vais comment je vais être performant, et on est nul. Ça je vais pas dire, j'ai quasi des fois honte de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est des fois au doigt mouillé, il y a pas vraiment de parcours d'intégration, voire même pire, le jeune il arrive parce qu'on veut l'avoir vite, donc viens demain, viens le premier parce que c'est plus facile de faire commencer le premier, à part que le premier de chaque mois on fait l'inventaire. Donc vous avez un jeune qui arrive à l'inventaire avec un RPV qui a des responsables de points de vente qui a des écarts de stock impossible, il dit c'est pas possible, et on lui met quelqu'un qui arrive, on dit, mets-toi là, je m'occuperai de toi tout à l'heure. Enfin, et je me dis, qu'est-ce que tu sois étonné que ton jeune à midi, il est pas revenu à 14h. Donc on a travaillé dessus, ça va déjà un petit peu mieux. Là j'ai même mis en place, je suis assez content de moi d'ailleurs, c'est sympa ce qu'on a fait. On a fait un welcome pack où j'aimerais bien qu'on sacralise l'arrivée d'une nouvelle personne au magasin, qu'on arrête de se dire que c'est urgent, parce qu'a priori on manquait d'une personne, mais c'est pas parce qu'elle arrive que c'est un sauveur, parce qu'il sait rien faire. Et voilà, donc on essaie de faire un espèce de welcome pack qui soit aussi un petit peu RSE, où dedans la personne elle a un tote bag avec le logo AMS en disant bienvenue chez AMS. On lui met une gourde avec le logo AMS, une tasse à café
On est accro de café et de thé dans la boîte, donc avec le logo, un petit crayon, un petit carnet pour prendre des notes, et voilà. Et donc j'aimerais qu'on arrive à sacraliser ça et que dedans on écrive un vrai plan de formation qui soit unique pour tout le monde, carré, qu'on se dise au bout d'une semaine, t'as un pré-examen, tu dois savoir faire ça au bout de 4 jours, tu dois faire ça au bout de 8 jours, et avec des tests soit de logique qui nous permettent de vérifier, parce que des fois on a des problèmes de calcul. Ouais, de réelles compétences. Donc, si on est toujours en train de manipuler des chiffres, entre la caisse, déjà, où on rend de l'argent, mais surtout jongler avec un forfait à 29 € à 14 €, où il y a une remise par-ci, un truc par-là. Si la personne, elle est vraiment nulle en maths et qu'elle a aucune logique, elle va souffrir. Et puis, elle va rencontrer des conneries. Donc, je voudrais pouvoir faire des petits tests comme ça, qui nous permettent de dire, quoi qu'il arrive, on va dire, au bout de 5 jours, s'il y a une note qui est inférieure à un certain truc, c'est pas la peine de continuer. C'est pas la peine de continuer. Oui, parce que le fond de la technique du métier ne serait pas acquis. Et sur ces tests-là, je me demande si je les ferai pas faire en amont, mais bon, c'est autre chose. Et après, c'est toute la montée en compétences. Tu dois apprendre les abos. Donc, c'est quoi ta part de connaissances personnelles, d'implication que tu mets pour aller prendre ton offre, et qu'on écrive ça. Mais ce parcours d'intégration, il est essentiel, et je pense qu'il est responsable à 99% des échecs qu'on a sur des contrats d'apprentissage au savoir. Oui, une fois que la première grande partie relationnelle est passée, ensuite vient la technique du métier, parce qu'il faut quand même pas non plus négliger. Alors on s'imagine bien, je sais pas comment vous vous imaginez, vous, le métier chez SFR, de conseiller clientèle. C'est vrai que je vous rejoins, ça doit être dur avec les chiffres surtout, les forfaits à par exemple 14 €, ou faire des remises, etc. Faut tout de suite savoir le prix. Parce que, il y a le forfait, il y a le prix du téléphone qui fonctionne, qui est mobile, qui change avec le forfait. Si vous avez pris une box, ça change le prix du forfait. Si vous prenez un forfait au-dessus, ça va faire changer le prix du mobile. Il y a une somme, moi je dis toujours à mes vendeurs, c'est quand vous sortez de chez moi, quelle que soit l'expérience que vous avez, je connais aucun vendeur qui est sorti de chez nous qui soit pas éclaté dans n'importe quel boulot après. Et qui devient plus simple. Je leur dis, vous pourriez vendre des Boeing après. Je pense que c'est plus simple de vendre un avion que de vendre des offres SFR, parce qu'il y a plein de choses à faire. Il y a une multitude de ventes en rebond à faire. On a 7 rebonds possibles sur un client. Et il faut en louper aucun. Donc, il faut être très structuré. Donc, il faut avoir une tête, et donc, non, mais super bien faite. C'est-à-dire qu'il faut savoir poser les bonnes questions aux clients. La découverte des besoins, je leur dis toujours, c'est la partie essentielle, parce que tant que vous n'avez pas bien découvert les besoins, vous pouvez pas y arriver. Et les plus mauvais vendeurs, hélas, c'est ceux qui disent je veux changer mon téléphone. Ok, c'est quoi votre téléphone? Un iPhone? Ah, ok. Bon, voilà l'iPhone. Bon, ah oui, mais vous voulez changer votre forfait? Ah, alors, ok. Donc, quel forfait vous voulez? Ah oui, c'est le forfait là. Et vous avez aussi un enfant. Et donc, c'est question-réponse. Alors que si dès le départ, on pose le problème de la famille, est-ce que vous avez comme foyer, est-ce que vous avez marié, est-ce que vous avez des enfants, c'est quoi votre besoin, etc., etc. Ce que je dis aux vendeurs, vous ouvrez plein de fenêtres, vous dites, ok, il m'a dit oui, il m'a dit oui, il m'a dit non, il m'a dit non. Vous faites un chemin de vente, et quand vous faites une proposition, c'est simple, c'est avec tout ce que vous m'avez dit, monsieur, il vous faut ça, avec ça, et comme ça. Ici, autour d'une table, en vidéo, c'est très simple. Dans la vraie vie, c'est pas tout à fait comme ça, mais au moins, ils ont fait ça. Et la catastrophe, et donc il faut les former à ça, les jeunes, et c'est vraiment cette phase d'intégration. Si on n'arrive pas à leur mettre ça en tête et qu'on construit pas ça avec eux, effectivement, même une période d'essai de 45 jours, ça va très très vite. Et on a des échecs où, au bout de 6 mois, on me dit, mais toi, je vais être cru, mais lui, c'est une truffe, on va jamais y arriver. Je fais, mais t'es gentil, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois et on l'a encore pendant 1 an. Donc, on fait quoi? Elle est où ta responsabilité dans la formation? T'as fait comment? C'était au doigt mouillé? Et donc, faut arrêter d'être au doigt mouillé, parce que c'est vraiment ça. Je supporte pas maintenant quand ils me disent ça, ou je dis, tiens, comment on fait avec tes candidats? T'en penses quoi? Et quand on me sort, je le sens bien. Je déteste ça. Je dis, pourquoi tu le renifles? Il s'est mis du déodorant, t'aimes bien son parfum? Ou ça veut rien dire, je le sens bien. C'est qu'est-ce qui te fait dire, ok, tu peux me dire ça, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je l'ai mis en situation, et là, il a été plutôt bien. Je lui ai posé 3 questions, il a été réactif. Je lui ai demandé de travailler sur un plan de vente. Aujourd'hui, il me l'a ramené. Je suis ok, il y a du factuel. Mais je le sens bien parce que je le sens bien. Ouais, ok, donc tu es d'accord pour aller boire des bières avec lui après 19h. Mais sinon, dans le boulot, tu penses que ça va le faire? Et là, il n'y a plus personne. Mais il n'y a plus personne parce qu'ils sont pas structurés. Et là, je ne me dédouane pas, mais avant, on avait quand même moins de turnover. Donc, quand par an, j'intégrais peut-être, 10 personnes par an, grand max.
10 personnes par an sur 10 magasins, c'est pas grand-chose sur 12 mois. Bien sûr. Là, on sait que maintenant, on a un turnover qui est autour de 40%, qui est la norme. Dans la vente, c'est 40% de turnover. Nous, on l'avait pas avant. 40% de turnover sur les nouveaux entrants. Ouais. Oui. Ouais. Ah, 40% sur l'effectif total. Sur l'effectif total. Sur l'effectif total. Dans la vente, dans les métiers de vente, c'est vraiment 40%. D'accord. Parce qu'il y a une lassitude et là, les gens changent encore plus vite qu'avant. Mais avant, moi, j'étais à 10% de turnover. Donc, à 40% sur, je vous le redis, sur 60 personnes, là, ça fait 24 personnes à intégrer. C'est un sujet sérieux, oui. Ça fait 2 personnes par mois. Et là, il faut qu'on industrialise, j'aime pas le terme, mais il faut qu'on industrialise le process, parce que 2 personnes par mois, ça devient quasi à se poser la question de savoir s'il n'y a pas une école à faire, entre guillemets, école chez nous, de dire, c'est tel magasin qui a la capacité d'intégrer la personne, parce que c'est aussi un sujet, d'habitude, on a un magasin, si vous recrutez, c'est que vous avez un manque, c'est qu'il vous manque quelqu'un, sinon ça sert à rien. Et donc, vous recrutez la personne qui vous manque dans le magasin où ça manque. Donc, c'est un magasin où il manque de personnel, où il est un peu rêche, et vous lui mettez en formation une personne à former. Donc, ils ont déjà pas le temps pour eux, mais en plus, vous allez rajouter une charge de travail. Donc, au contraire, il faut mettre plutôt ceux qu'on a recrutés dans une équipe structurée, où la personne, elle vient bien on top de l'équipe, et qui permet aux gens de l'équipe de faire ça. Mais il faut aussi que les gens qui fassent ça aient envie de former les gens. Et oui. Passer du temps, et de s'impliquer à la fin de la formation en disant, elle, on l'embauche. On est d'accord. Elle a le bon ticket, Kenza, elle est super, on valide la période d'essai. Et je pense que quand on fait ça, ça donne un énorme poids à la fin de la période d'essai. Oui, bien sûr. Soit ça ira même pas. Factuel aussi. Ouais, soit ça ira pas très loin et on peut l'arrêter plus rapidement. Soit à la fin, moi je trouve que c'est hyper motivant et hyper valorisant d'un jeune en disant écoute, ça fait 40 jours que t'es chez nous, t'as rempli ça. Franchement, t'es au top, tu peux y aller. Et on te garde et on continue avec toi. Enfin, moi, franchement, je suis jeune, je vais pas me dire, il me fait chier, c'est nul son truc, quoi. Je pense c'est flatteur. Oui. C'est flatteur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je trouve ça mieux, puisque déjà, on peut savoir les points, les points qu'on a réussi et les points qu'on n'a pas réussi et qu'on devrait améliorer. C'est mieux, parce que c'est vrai que, en parlant là avec vous, moi, je pensais pas à tout ça, d'essayer de faire, par exemple, les chiffres, etc. Je pensais vraiment pas, je pensais juste de la vente, et on pense pas aux chiffres, en fait, quand on pense à SFR. Donc c'est vrai qu'en parlant avec vous, j'en apprends un peu plus sur le métier de. On a toujours une image, et c'est ce que dans les entretiens, c'est ce que j'essaie aussi de chercher, c'est qu'ils se rendent compte que c'est une vente complexe. Je vais être un peu péjoratif, mais ceux qui pensent qu'on est chez la marchande quand on était petit avec de l'épicerie en disant machin, c'est pas ça. S'ils pensent qu'on est dans une boulangerie, c'est pas ça non plus. Donc c'est ça la difficulté avec des gens qui pensent effectivement que la vente c'est facile. Et ça m'exècre quand on me dit que la vente c'est facile. Je fais ok, viens un peu. Mais quel que soit le métier, la vente c'est pas facile. Si c'était si facile que ça, franchement, on n'aurait pas de problème de recrutement déjà. Non, effectivement. Tout se vendrait sur Internet aussi. Tout se vendrait sur Internet. Donc c'est un métier qui est très compliqué. Tout simplement de base, c'est qu'il y a une relation client. Et donc du moment que vous avez une interaction avec une autre personne, c'est compliqué parce que c'est des interactions humaines. Donc, et c'est ça que, aussi dans les recrutements, j'essaie de bien faire comprendre aux gens que c'est des ventes complexes et de sentir les gens qui vont être capables de faire ça. Il y a des gens où alors ça reste toujours un jugement sur un tenté, parce que j'ai un quart d'heure, 20 minutes pour juger ou me faire une idée sur les gens. Mais je vais essayer de me dire, c'est ce que je vais essayer de chercher, de se dire, est-ce qu'elle va être capable, la personne, d'incorporer plusieurs informations, plusieurs trucs et de faire une vente complexe. Donc c'est simple et qu'elle soit à l'aise. Qu'elle soit à l'aise. Et c'est vrai que ce qui est trompeur, c'est que vous êtes une boutique physique. Ah oui. Et donc en fait dans les rues, je suis passé il y a pas longtemps à côté de votre boutique de Valenciennes. Oui. Et donc dans votre rue, à côté, il y a d'autres boutiques faites pour les particuliers, de vêtements, d'achat de la maison. Et là, c'est pas le même métier de vente, parce que c'est un métier de mise en rayon, de gestion de son offre, de son prix, de ses stocks. Mais c'est pas une mission de vente en fait. Et donc côte à côte, il y a deux boutiques. Donc pour le candidat qui par exemple viendrait postuler chez vous, puis après d'aller postuler dans le magasin d'à côté. Il se dit moi la boutique elle ressemble en fait. Il y a des gens qui entrent, il y a des gens qui sortent, il y a des vendeurs, il y a un produit. Bon là on peut pas le toucher, mais bon, allez à la limite ils ne se disent pas forcément ça. Or effectivement ce sont deux métiers bien séparés.
il y a le vendeur qui a que le client et qui va gérer son espace de vente, et celui qui va être un commercial ou un négociateur technico-commercial. Et effectivement, dans votre métier, on a besoin de négociateurs avec une gestion de la complexité et pas forcément d'achat de randel le magasin. Et puis on est devenu un achat de... Alors, ça reste un achat plaisir, parce que quand les gens ont l'iPhone, avoir le dernier iPhone, le dernier Samsung... C'est pas une question de survie dans la pyramide des besoins, c'est vrai. Mais malgré tout, moi je l'ai appris avec le Covid, on était dans les boutiques essentielles. Ah oui. Parce que si vous n'avez plus de téléphone, vous n'avez plus de réseau, vous n'avez plus Internet, moi je peux vous assurer qu'il y a une coupure Internet dans une ville, je mets à peu près 10 minutes à le savoir, parce que vous avez des queues de Roumains devant le magasin pour vous dire mais pourquoi mon Internet marche pas. Donc on est devenu des produits qui sont essentiels, on est quasi d'ordre du service public, et ça devient que son téléphone ne marche pas, ne fonctionne pas, pardon, c'est plus acceptable. Donc, pour résumer, je trouve que le recrutement, c'est essentiel de pas se tromper dans le profil au départ, avec tous les risques. Mais tous ces risques-là, de toute façon, on prend un risque. Ça doit être travaillé avec une période d'intégration. Et donc ça, c'est mon chantier RH de 2024, où on va se mettre des outils de pilotage et de workflow du candidat. On est où à J+3, J+5. Je voudrais même décorréler la responsabilité du RPV d'un test. Parce que s'il fait un test, je me dis, s'il s'entend bien, ça peut jouer ça. Donc, on va essayer de faire des choses plutôt avec le siège qui sera pragmatique. La personne, elle sera peut-être en Teams. On lui fera un test à distance, sans jugement, mais qui puisse vraiment avoir son quiz et le résultat de son quiz et puis les réponses derrière. Donc, pour le faire avancer et le rassurer. Et le rassurer ou lui dire, là, t'as un petit peu de boulot quand même. Donc, faut que tu te réveilles un peu, parce que sinon, ça va être compliqué. Et ça, si on fait ça, après, il n'y a pas de surprise. Les gens, ils sont carrés et ça fonctionne bien. Effectivement, je vous rejoins aussi dans ce côté. En fait, nous, on les voit, les apprentis, vous savez, jusqu'à la période d'essai, ils ont un comportement quand même relativement de l'ordre de l'inquiétude. Normal. Ils sont stressés en fait. Vous voyez, on a certains candidats. Regardez par exemple Romane. Vous habitez à Saint-Quentin. Oui. Voilà. Donc Romane doit prendre un appartement pour venir ici. Et donc pendant le temps de sa période d'essai, vous imaginez bien que elle peut avoir le stress parce que est-ce que je vais devoir rendre mon logement? Non. Si mon est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends le logement? Oui, voilà. Alors, est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Est-ce que je vais pouvoir continuer de le payer? Et au fait, oui, et ça génère des comportements qui vont au final peut-être éloigner de la concentration qui est nécessaire pour appréhender justement une offre complexe, parce que pour appréhender l'offre complexe, il faut avoir toutes les capacités pour le faire, la bande passante comme vous dites. Et si vous rajoutez à ça qu'il n'y a pas d'organisation et que le jeune il est un peu livré à lui-même en disant ça t'inquiète, ça va le faire, ce qui est un peu comme ça. Oui. Il y en a où ça passe tout seul, ils y vont, et les autres, ça doit être hyper angoissant. Ça doit être hyper angoissant. C'est angoissant, je pense que c'est angoissant. On le voit quand même chez et c'est pas rationnel. Alors, donc moi, c'est une grosse piste, c'est une énorme piste, c'est un vrai chantier d'amélioration. Et bien sûr. Et je pense que ça nous fera que grandir et on sera même soulagé de ça. Parce qu'aujourd'hui, on subit le recrutement. Mais vraiment, je l'ai vécu comme ça en 2024. On a changé quasi 70% des équipes en 2 ans. Donc c'est quand même juste énorme, sur un manager compris. Et jusque juin, mais je subissais le recrutement. Mais vraiment, c'est pas possible, j'en ai marre, il y a tout le temps, t'as pas rentré un, qu'il y en a 2 qui sortent, on s'en sort pas. Et à partir de juillet, j'ai dit, on change le paradigme, on arrête de se dire que le recrutement, c'est quelque chose qu'on subit. On ne le vit que comme, alors je suis très optimiste de nature, mais maintenant on le vit que comme une opportunité. Et si on se dit, c'est une opportunité parce que effectivement, celui qui est parti, pourquoi il est parti? Soit parce qu'il se plaisait plus. Donc s'il se plaisait plus, c'est qu'il était pas très motivé. Ou pourquoi il est parti? C'est parce qu'il était pas bon dans ses chiffres et donc ça n'allait pas. Ou qu'il en avait marre et qu'il avait un comportement qui était pas bon sur le magasin. Et on sait que s'il est pas bon sur le magasin, le rayonnement sur les autres équipes, c'est pas bon. Donc finalement, c'est une opportunité de pouvoir réembaucher quelqu'un et remontons notre niveau d'exigence dans le nouveau recruté, formons-le correctement pour qu'il soit bon. Et donc à partir de là, c'est dire maintenant une fois qu'on s'est dit ça, c'est comment on fait pour s'assurer que ça se passe bien. Donc mais j'y arrive pas, je me bats avec les équipes et je vais finir par je vais écrire moi-même le programme de formation parce que même eux on a l'impression qu'on
quand on leur demande un truc... Sur cette partie amont, c'est vrai qu'on ne vous le transmet pas forcément, mais on pourrait, avec accord du candidat, parce que ce sont sur des données personnelles, mais on pourrait transmettre les résultats du test que l'on fait passer, vous savez, le test sur les mathématiques, le test EVA, tout à fait. En fait, on leur fait passer un test de mathématiques logique et de français. C'est bien ça. Parce qu'en fait, nous, on est aussi potentiellement soumis aux problématiques d'illettrisme, parce que les commerciaux sont recrutés sur leur capacité orale. Alors, on a une petite mise en situation écrite, mais on détecte peut-être pas grand-chose dedans. On a des résultats au test EVA avec des notes de 1 à... Non, c'est de A à C. Et ça, avec accord du candidat, on pourrait peut-être vous l'envoyer, parce que oui, c'est significatif. Hein, oui, ça reflète vraiment bien la capacité mathématique et de français du candidat. Ça pourrait et vous en faites un critère de sélection ? Ah oui, tout à fait. Bien sûr. Il faut savoir lire, écrire et parler. Alors, bon, qui ne sait pas lire, écrire et parler ? En fait, beaucoup plus de monde que ce qu'on pourrait imaginer. Et ça ne se voit pas du tout. Et c'est extrêmement gênant de dire oui, vous savez lire, écrire, parler. Oui, très bien. Non, ça fonctionne pas. Donc là, on a un test EVA qui nous est fourni par l'État. Oui. Ouais, tout à fait. Moi, je faisais ça à un moment donné. Là, je l'ai pas fait la fois. C'est quand je fais mon petit tour de table, quand j'ai fini ma présentation. Je leur dis pas avant, parce que si je leur dis avant, ça les stresse. Mais ça les stresse après, je peux te dire. C'est que je leur dis, vous prenez une feuille de papier et un crayon et avant d'arriver à l'entretien, vous me donnez la feuille, je vous demande juste de résumer tout ce que j'ai dit. Et là, c'est surprenant. Il y a ceux qui ont rien écouté, donc c'est pas grave. Mais moi, je le fais et je le lis même pas, en fait, ça. Ça m'intéresse même pas de lire ce que disent les gens. Mais c'est juste, je confirme qu'ils savent quand même aligner 3 mots, et je leur dis, je vous demande même pas de rédiger. Parce que, pareil, il y en a qui m'avaient fait une lettre de motivation, c'est pas ça que je t'ai demandé. Donc, je dis même pas, je vous demande même pas de rédiger. Vous me mettez juste les points, ce qui vous a plu, ce qui vous a peut-être moins plu, ce que vous avez retenu. Mais vous mettez des petits traits, des machins et tout. Ouais. Et je vérifiais juste qu'il y avait quand même un truc, une base d'écriture et oui, un peu sensé. Mais je ferai pas de test. Mais moi, je faisais ça avec une autre école. Par contre, on avait qui faisait des tests. Alors moi, ils me le donnaient. C'était un test de logique, machin. Bon, je le regardais pas, mais on avait déterminé à la fin de se dire, maintenant, on sait qu'il faut à peu près tel niveau. Donc ça sert à rien de m'envoyer. Si on estime que c'est, je vais dire une bêtise, qu'il faut qu'il soit B sur les 2 trucs. C'est génial, mais je sais pas quelle est la note catastrophique, mais de se dire en dessous d'un certain niveau, c'est pas la peine. Bien sûr. Oui, ce serait même pas la peine pour le candidat. En fait, c'est de l'économie à lui faire. Et puis de la considération qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer, mais il y a des choses qui prennent beaucoup plus de temps en effet et qui nécessitent des fois plus de formation initiale, de formation par alternance, qui sont quand même des formations exigeantes, effectivement, d'aller alterner le travail et l'école. Alors pour finir cet entretien, qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui ne vous connaît pas encore, un jeune qui ne s'imaginerait peut-être pas pouvoir travailler chez SFR, qui serait peut-être votre prochain responsable des ventes, insoupçonné. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces jeunes, alors qu'ils veuillent ou non peut-être travailler chez vous, mais nous on croit que le métier commercial c'est un métier extraordinaire parce que ça permet d'atteindre sa propre forme de réussite. Quel que soit ce que l'on va mettre derrière le mot réussite, elle pourra être la réussite de l'échange, elle pourra être la réussite de l'argent, de la valorisation sociale, de rendre service. En fait, elle est extrêmement riche en fait, cette profession commerciale, parce que les réussites que l'on peut construire grâce avec ce métier sont vraiment diverses, variées et puis vraiment nobles. Vous en êtes convaincu aussi, sinon vous feriez pas ça depuis si longtemps. Vous aimeriez leur dire quoi à tous ces jeunes qui ne sont pas encore là en fait, qui n'ont pas encore commencé? Vous l'auriez dit, je l'aurais préparé, mais ce que je pourrais dire, c'est que SFR, c'est une très très belle marque déjà quand même. On est le 2e opérateur de France, donc bosser pour une marque nationale, même internationale sur certains aspects, c'est quand même très riche. Dans une société qui est quand même malgré tout à taille humaine, où on a quand même des valeurs. Alors je suis pas le grand-père de tout le monde ou le papa, mais un peu paternaliste entre guillemets, où on a à cœur la proximité. Cette proximité, elle a lieu aussi dans les magasins, donc c'est des belles équipes. Si vous avez envie d'intégrer des belles équipes avec des belles relations humaines avec des collègues, chaque magasin se définit comme une petite famille. Vous avez envie de vous dépasser, si le défi de la vente vous plaît, si ce que je dis généralement en entretien, c'est-à-dire que la vente elle commence quand un client dit non. Voilà, c'est ça le défi. Tant qu'il dit oui, le client, entre guillemets, il n'y a pas de jeu. Moi, quand un client commence à dire non, c'est là où ça commence à être marrant, en disant
qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme argument pour te faire changer d'avis. Si vous avez ce sens du défi, on est encore un métier où vous pouvez malgré tout avoir des commissions qui fassent que vous gagnez plus que votre salaire d'apprenti et plus qu'un pourcentage du SMIC. On a plein de challenges, c'est très dynamique. Faut venir chez nous, quoi. On vous accueille volontiers et on vous intégrera de manière très très correcte. En plus après cet entretien, vu que les choses vont changer immédiatement. Bien, est-ce que Roman, vous avez envie de dire quelque chose pour conclure cet échange? Quand est-ce que vous travaillez pour moi, Roman? Moi j'ai changé de voie, donc je vais être... Pourquoi pas si vous... Non, c'est une joke. C'est une joke. Oui, si vous recrutez quelqu'un dans les ressources humaines, je voudrais bien travailler. J'ai trouvé quelqu'un là, récemment. Un master 2 qui fait très très bien ce travail. Ouais. Non mais j'ai trouvé l'échange très intéressant puisque comme je vous ai dit, moi je connaissais pas vraiment le métier que font vos alternants et donc je trouvais ça super intéressant, puis l'échange était sympa, donc merci à vous. Merci pour toute cette transparence. Merci beaucoup. Et à la prochaine fois pour la nouvelle chronique des vendeurs d'excellence.